Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Question du soir, consacrée ce soir à la réforme de l'audiovisuel public. Vendredi dernier, 11 juillet, la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle a été adoptée au Sénat. Le texte qui prévoit la création d'une holding regroupant France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA avait d'abord été rejeté sans débat quelques jours plus tôt à l'Assemblée nationale. Des débats qui ont également été écourtés au Sénat. La réforme très contestée à gauche et par l'intersyndicale représentative des salariés de l'audiovisuel public est portée avec détermination par la ministre de la Culture Rachida Dati depuis son arrivée rue de Valois en janvier 2024. Restent de nombreuses questions sur les conditions de gouvernance du futur service public d'information, des questions d'autonomie éditoriale, des chaînes concernées, d'assurance budgétaire. Alors pourquoi réformer l'audiovisuel public ? Quels sont les besoins, les défis, les exigences du service public d'information ? Comment pérenniser son financement et s'assurer de son indépendance ? Un débat sur le fond et la forme de cette loi, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui dans Question du soir avec nos deux invités. Sylvie Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice d'Ille-et-Vilaine depuis 2014, il me semble. Absolument. Vous êtes membre du Parti Socialiste et vice-présidente du Sénat depuis 2023. Merci d'être venue à Question du soir. Laurent Lafont, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également d'être là. Vous êtes sénateur du Val-de-Marne depuis 2017, membre du groupe Union Centriste, président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Commission du Sénat. Et vous aviez déjà porté en avril 2023 la proposition de loi originale relative, celle toujours, à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté de l'audiovisuel. Merci à vous deux d'être là. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. D'abord, cette réforme de l'audiovisuel public, elle part de plusieurs constats. Le premier, c'est vous avez de plus en plus de groupes privés qui se constituent, qui se structurent, qui peuvent être aussi des enjeux d'influence. Donc c'est important que l'audiovisuel public soit préservé et protégé. Le deuxième point, les audiences sont bonnes. Oui, mais chez qui ? Plus les jeunes, plus les classes populaires. Ça devient un club, c'est CSP+, et plus âgés. Et donc l'audiovisuel public, pour moi, je considère que c'est un service public qui doit s'adresser à tout le monde et sur tout le territoire. Mes chers collègues, que vous le vouliez ou non, le monde de la formation a changé et le statu quo serait mortifère. Disons-le sans embâge, ce serait le déclin assuré de notre audiovisuel public. La réforme de l'audiovisuel, vous la présentez comme une rationalisation pour, je cite, rendre l'audiovisuel public plus fort. Mais c'est pour mieux masquer l'outil de mise au pas qu'elle représente pour l'audiovisuel public. Cette offensive pour affaiblir l'audiovisuel public est largement engagée depuis 2017, lorsque le président de la République lui-même a qualifié à l'époque l'audiovisuel de honte de la République. Oui, moi je suis pour un regroupement parce qu'on a besoin d'être mieux coordonnés, notamment sur le numérique. Bon, mais ça suffit pas parce que pourquoi est-ce que je pense qu'il faut un regroupement ? Parce que je pense qu'il faut qu'on maintienne et qu'on défende notre indépendance. C'est vrai que le journalisme c'est un quatrième ou un cinquième pouvoir. Il faut l'assumer et ça demande de la liberté. Pour ça il faut être fort. On a un débat hier qui n'est pas un débat. On a une ministre qui ne nous répond pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit éviter à chaque fois les arguments des uns contre les autres ou des uns avec les autres ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout le monde veut partir en vacances, on sacrifie l'audiovisuel public ? L'audiovisuel public sacrifié sur les vacances, pas en tout cas ce soir sur France Culture. Alors, on vient d'entendre les voix de Rachida Dati sur France Inter le 7 mai 2025, de Jérémy Patrier-Létus, co-rapporteur du projet de loi, de Cécile Cukierman, chef de file des élus communistes, de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et Yannick Jadot. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquez-vous Laurent Lafont, que la loi n'ait pas pu être débattue sur le fond au Sénat ? Est-ce que c'était légitime, selon vous, de faire ce vote bloqué ? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire d'entendre d'une loi de cette importance tous les amendements, tous les débats, toutes les positions qu'il pouvait y avoir à la représentation nationale ? Écoutez, d'abord, ce texte, nous l'avons voté il y a 2 ans au Sénat, en juin 2023. C'est le texte que j'ai présenté, qui nous est revenu à l'identique, au mot près, à la virgule près, 2 ans plus tard, puisque les députés, par une motion de rejet, nous l'avaient renvoyé
en l'état. En 2 ans, ce texte qui avait eu une centaine d'amendements en 2023, on a recueilli plus de 350 2 ans plus tard. Donc il y a eu un phénomène d'obstruction qui s'est mise en œuvre au Sénat. C'est le droit des parlementaires, je ne le remets pas en cause, mais en tout cas, ça a empêché un dialogue serein, puisqu'on a constaté dans les premières heures, et ça s'est installé dans le temps, qu'il y avait de nombreuses prises de parole pour tous les amendements, qu'il y avait des interruptions de séance, qu'il y avait des rappels au quorum, que tout était fait en fait pour gagner du temps et éviter qu'on ne vote dans le temps imparti. Bon, ça fait partie de la vie parlementaire. Le gouvernement a décidé de recourir à ce qu'on appelle le vote bloqué, constatant que... L'article 44-3 de la Constitution. Constatant que manifestement il y avait une obstruction sur ce texte, donc il fallait avancer. C'est le même texte qui a été débattu au Sénat la semaine dernière qu'en 2023, Sylvie Robert ? Oui, absolument, puisque la motion de rejet a entraîné l'examen par le Sénat du texte initial, qui était donc le texte de Laurent Lafon. Mais nous savions fort bien que ce texte allait évoluer, puisqu'il avait déjà évolué en commission. Et c'est la raison pour laquelle, au fil effectivement de l'examen de ce texte, nous savions très bien vers quoi nous allions aller, qui était une évolution substantielle, nous pourrons y revenir, du texte de Laurent Lafon, puisque le texte que nous avions, enfin que moi je n'ai pas voté il y a 2 ans, était quand même sensiblement différent que celui d'ailleurs qui est sorti du Sénat vendredi après-midi. C'est-à-dire que en fait, c'est une holding. Nous avions, il y a 2 ans, examiné effectivement la transformation dans une holding qu'on dit non exécutive, qui était cette coordination des différentes entités de l'audiovisuel public. On va revenir en détail sur ce que ça veut dire, cette holding, sur ce que ça regroupe. Absolument, sur ce que ça mais c'était ça. Et c'était, en fait, on avait eu un débat assez passionné, mais qui était, somme toute, aussi très attaché sur la façon dont l'impact de ces holdings pouvait influer sur les questions de pluralisme et tout, on y reviendra. La loi Dati, puisque je l'appelle maintenant la loi Dati, nous propose... en fait, a fait voter, mais il y a encore une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, une holding exécutive. C'est-à-dire que, en fait, c'est un PDG qui va être nommé pour avoir autorité sur l'ensemble de ces entités de l'audiovisuel public. Donc, les PDG actuels ne deviendront des directeurs généraux. Il y aura autorité, puisque le conseil d'administration a été forcément refondé. Et puis, autre modification substantielle, France Média Monde est sorti de cette holding exécutive, donc deuxième évolution quand même extrêmement importante. Et puis, troisième évolution, c'est que, en fait, au fil du texte, la question des modèles économiques et singulièrement de la publicité, alors même que dans le texte de Laurent Lafon, il y avait déjà plafonnement de la publicité, il y a un plafonnement supplémentaire de la publicité pour l'audiovisuel public et même sur le numérique, ce qui va considérablement d'abord avantager les plateformes, mais ça on en reparlera, mais surtout une question de moyens. Mais c'est très important parce que derrière, et je termine là, il y a une question de moyens, c'est une question budgétaire. Bien sûr. Et je crois que ces 3 modifications, elles ne sont pas anodines. Alors, et elles montrent que, effectivement, le texte a considérablement évolué. Je pense que vous avez posé à peu près les éléments qui font débat aujourd'hui sur cette loi, mais je voudrais, avant d'entrer dans le fond de la loi, rester un tout petit peu sur la forme, sur la manière dont elle a été menée. Je le disais en introduction, le projet est contesté par les syndicats qui se sont réunis en intersyndical de l'audiovisuel public, qui craignent une baisse de moyens. Sylvie Robert vient de l'évoquer. Peut-être la filialisation, alors c'est un mot compliqué, mais la création de filiales, l'indépendance éditoriale, etc., etc. Est-ce qu'on peut faire une réforme en dépit de l'opposition farouche des équipes représentatives, des professionnels de ces médias? Comment s'est passée la concertation? Est-ce qu'il y a eu concertation? Est-ce que la concertation a échoué, Laurent Lafon? D'abord, la concertation, elle n'est pas terminée. Le dialogue, il est permanent. Moi, j'ai reçu la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, les représentants syndicaux.
dire qu'il y a une opposition frontale sur ce texte, je ne le dirais pas de cette manière. Il y a une nécessité de dialoguer sur différents points et sur un certain nombre de points qui ne relèvent pas du texte de loi. Vous parliez tout à l'heure de la dimension budgétaire. Ce n'est pas un texte avec une dimension budgétaire. La question des ressources de l'audiovisuel public, elle se pose en projet de loi de finances lorsqu'on discute du budget, mais pas à travers ce texte. Et ce texte ne change rien sur l'environnement financier de l'audiovisuel public, qui est celui d'agir dans un contexte des finances publiques, qui est celui que nous connaissons. D'avoir la holding ou de ne pas avoir la holding, de ce point de vue-là, ne change absolument rien. Et là-dessus, je l'entends fort bien, les représentants des personnels ont un certain nombre de demandes d'assurance sur les ressources dont disposera l'audiovisuel public, de même aussi que leur remarque, qui est à mon avis tout à fait fondée, qui est de dire dites-nous quel sera notre avenir du point de vue de l'audiovisuel public. C'est vrai que ce texte, on l'a commencé il y a 2 ans, il a un parcours, on va dire, chaotique, mais pas uniquement du fait même de ce texte. Je vous rappelle qu'il y a eu une dissolution l'année dernière, quasiment il y a 1 an. Il était programmé en juin, il a dû être reporté. Il était programmé en décembre 2024, il a dû être reporté à cause de la motion de censure. Bref, il y a eu un certain nombre d'épisodes qui l'ont fait reculer comme ça. Et ça, j'ai entendu de la part des organisations syndicales une demande claire de dire maintenant il faut décider. Alors sur le fond maintenant, Laurent Linfond, pourquoi quels sont les préalables à l'idée de cette réforme? Pourquoi, selon vous, l'audiovisuel public a-t-il besoin d'être réformé? Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est en mauvaise santé, qu'il ne répond pas aux attentes d'un audiovisuel public de qualité? Quelles sont les raisons qui fondent l'idée d'une réforme de l'audiovisuel public? Ouais. D'abord, le texte ne porte pas que sur l'audiovisuel public. On va beaucoup en parler ce soir, mais il y a d'autres dispositifs, là, ce qu'on appelle la partie 2 de la loi, qui concerne le public comme le privé. Il s'agit pas, ce texte n'est pas une remise en cause de l'audiovisuel public. Et ce que vous venez de formuler, je ne reprends aucun des mots que vous avez formulés qui serait un. Mais je vous pose la question parce que il est important de très clair là-dessus. Comprendre les préalables, politiques à un projet de loi. Je suis très clair là-dessus. C'est pas une remise en cause. Au contraire, c'est l'affirmation du fait que nous avons besoin de l'audiovisuel public, mais dans un monde qui a changé. Ce constat, il n'est pas nouveau. Il est fait de manière très régulière depuis 10 ans, notamment au Sénat, dans la commission à laquelle nous appartenons l'un ou l'autre, puisqu'il y a eu un premier rapport en 2015 qui préconisait déjà la holding, et de manière régulière, comme je disais, c'est toutes ceux et toutes celles qui se sont penchés sur l'organisation de l'audiovisuel public ont préconisé à un moment donné la holding ou la fusion. Donc tout ça n'a rien de nouveau. Quel est le constat? Le constat, c'est que l'audiovisuel en général, mais donc l'audiovisuel public en particulier, connaît une révolution technologique avec bien sûr le développement du numérique aujourd'hui et le développement de l'IA demain, qui fait qu'on a un changement d'usage profond dans la relation aux médias et qu'on ne regarde plus ou on n'écoute plus les médias comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans, que notre système, qui était un système très franco-français, où il suffisait d'être bien positionné sur la TNT quand on faisait de la télévision, sur la FM ou sur les autres moyens quand on faisait de la radio, tout ça est complètement perturbé par le passage dans le numérique, qui fait qu'aujourd'hui, il faut non pas être bien positionné sur la TNT ou sur la FM, mais aller chercher les auditeurs qui ont d'autres usages, et notamment à travers les réseaux sociaux, notamment à travers les plateformes. Alors, pour rester aux plateformes, France Télévisions, juin 2025, c'est 42,9 millions de visiteurs uniques mensuels. Radio France, sur l'année 2024, c'est 4,7 milliards d'écoutes numériques. Ce n'est pas encore suffisant, c'est ça? Vous pensez que le pari est plus grand que ça? C'est pas encore suffisant. Je vous donnerai bien évidemment la et c'est pas moi qui le dis, je vais juste prendre un fait récent. Nous avons écouté Delphine Ernotte tout à l'heure. Delphine Ernotte, il y a 15 jours, qui soutient la réforme. Il y a 15 jours, Delphine Ernotte a passé... Présidente de France Télévisions, pardonnez-moi, oui, pardon, vous avez raison de le rappeler. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a passé un accord avec Amazon pour que France Télévisions soit diffusée sur la plateforme d'Amazon. Donc on voit bien que l'audiovisuel public, qu'elle soit radio, qu'elle soit télévision, doit
être présent sur les nouveaux outils médiatiques comme les plateformes ou comme le numérique. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, mais encore plus fort demain avec l'IA. Sur cette question, TF1 va être diffusé, lui, sur la plateforme de Netflix. Et c'est la question de comment les chaînes TNT s'accordent avec ces plateformes. Sylvie Robert. Bien, alors... je vais revenir quand même sur un certain nombre d'éléments que j'ai entendus de la part de Laurent Lafon et qui vont forcément m'amener à vous dire 2-3 choses. La première, c'est que, puisqu'on parlait de la forme et de l'obstruction, il n'y a pas eu d'obstruction au Sénat sur ce texte. Si obstruction veut dire que déposer 300 amendements pour débattre effectivement de quelques amendements en 8 heures, ça n'est pas acceptable. Je me demande vraiment pourquoi on est parlementaire. Et je pense surtout que sur un débat aussi important qui concerne un secteur aussi important qui lie aujourd'hui notre société, parce que la question de l'audiovisuel public, comme des médias en général, comme de l'information, est devenue un sujet de préoccupation chez nos concitoyens. Et la question des modèles économiques, de la désinformation, du contexte géopolitique qui nous entoure, nous appelle de notre part une responsabilité très très importante. Donc on avait envie de ce débat. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu cette motion de rejet. En commission, nous n'avons pas eu de débat. Ce que je peux comprendre et ce que j'ai accepté, Laurent Lafon en conviendra, puisque 300 amendements en quelques heures, c'était pas possible de débattre. Donc on a accepté de ne pas débattre en commission, espérant pouvoir avoir ce débat en séance. Et nous n'avons pas eu ce débat, alors même que nous étions prêts à rester. La session extraordinaire n'était pas terminée. Nous aurions pu revenir le samedi. Madame Dati aurait pu tout simplement nous demander de revenir le mercredi, le jeudi. Il n'y avait absolument aucun problème. Donc je crois qu'il faut arrêter de dire qu'il y a eu obstruction. Je crois que tout simplement, il y avait la volonté de la ministre de ne pas débattre. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, elle se fonde sur... Et là, quand j'entends Laurent Lafon, je suis en partie d'accord avec lui, en partie pas d'accord. En partie d'accord sur le fait que... Sur le fond maintenant. Sur le fond. Qu'on aurait dû déjà avoir un débat sur les missions de l'audiovisuel public, sur aujourd'hui ce que ça représente dans notre société et sur le budget qu'on doit lui allouer. Parce que je ne peux pas entendre que dans un texte, on crée une holding avec un super PDG sans se poser la question de savoir combien ça va coûter, quels vont être les impacts financiers sur l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble de ces entités. Et ça, c'est pour moi totalement irresponsable. Alors bien sûr que nous aurons le débat en loi de finances. À chaque fois d'ailleurs, moi je pose un amendement pour revenir sur une redevance beaucoup plus juste, parce que très clairement, la fragilisation... Il faut rappeler, en 2022, la redevance que l'on connaît bien sous ce nom, qui était supprimée. L'impôt ciblé, fléché vers l'audiovisuel public, a été supprimé en 2022. Exactement. Aujourd'hui, l'audiovisuel public est financé par la TVA, par une partie de la TVA, oui. Mais cela n'est pas assuré à long terme. En tout cas, il n'y a pas eu de loi qui assurait le financement de l'audiovisuel public par une recette fiscale. Absolument. Et donc, la première fragilisation de l'audiovisuel public... Ça, c'est pas exact. Il y a eu une loi assurant le financement de l'audiovisuel public. Une PPLO qu'on a tous voté, d'ailleurs. C'est la majorité sénatoriale qui l'a présentée et l'a fait voter. Tout ça pour vous dire, mais c'est important, et permettez-moi de souligner cela, et ce qui a été frustrant et que j'ai beaucoup regretté, c'est qu'on ne puisse pas quand même, en toute responsabilité, se dire combien va coûter ces holdings, parce que c'est une proposition de loi. Il n'y a aucune étude d'impact. Il y a... En fait, les documents dont on dispose, c'est quoi ? Rapport de la Cour des comptes, très intéressant, on va y revenir, sur les audiences, vous l'avez dit vous-même, qui est très, très, en fait, positif sur les audiences de l'audiovisuel public. Ne me lancez pas sur les audiences de Radio France, je risquerais moi-même de faire de la publicité. D'ailleurs, je ne le fais pas, mais en tout cas de l'audiovisuel public. Il y a aussi le rapport de la DGMI, qui est une forme d'étude d'impact, mais qui n'en est pas une, parce qu'il y a quand même très peu de chiffres. Et puis, il y a le rapport de Laurence Bloch, qui a été commandé par la ministre pour qu'elle donne des éléments pour accompagner cette évolution. Voilà ce dont on dispose. Mais nulle part, on a forcément des chiffres et des impacts budgétaires. Alors, donc c'est très grave. Laurent Lafon, je voudrais vous faire réagir là-dessus, parce que vous disiez justement à l'instant, le but de cette loi n'est pas de penser le budget de l'audiovisuel public. Et Sylvie Robert nous dit, on ne peut pas penser une réforme de l'audiovisuel public sans penser à comment est-ce qu'on va le financer.
Oui, mais alors, Sylvie Robert cite quelques-uns des rapports. Il y en a eu bien d'autres. Il y en a notamment un qu'elle a omis de citer. C'est celui de l'Inspection générale des finances de 2024, donc il y a tout juste un an, sur cette question de la holding, avec un chiffrage de ce que coûte. L'inspection des finances est fait pour ça. Et elle dit clairement que c'est un coût quasiment nul, puisque la holding aura une structure légère d'une trentaine, quarantaine de personnes, qui s'appuiera sur les structures existantes, Radio France, France Télévisions et l'INA. Donc la question du coût de la holding n'est en fait pas une question. On n'est pas dans un processus de fusion. Et je vais me permettre d'en toucher deux mots. Contrairement à ce que dit Sylvie Robert, ce texte est bien le texte du Sénat. C'est le texte que j'ai présenté il y a 2 ans, qui nous est revenu à l'identique de l'Assemblée nationale et pour lequel les changements qui ont été apportés sont des changements, j'allais dire, marginaux ou en tout cas des compléments par rapport au texte. En aucun cas une remise en cause. Vous parlez de... Revenez si vous voulez bien, vous avez parlé de fusion, on vous a dit que ce n'est pas de la fusion. Je pense que c'est intéressant parce qu'on parle de holding, on parle de fusion. Est-ce que vous pouvez, avec les mots les plus simples possibles, Laurent Lafont, nous expliquer en quoi réunir France Télévisions, l'INA, Radio France sous une seule présidence, ce n'est pas une fusion, et quelle serait donc la différence concrète entre une holding et une fusion, notamment d'un point de vue opérationnel, de ce qui fait fonctionner les médias? Tout simplement parce que dans le texte que nous avons voté vendredi dernier, il y a bien l'existence des 3 sociétés, France Télévisions, Radio France et l'INA, dont l'objet social, dont les missions de service public ne sont pas du tout modifiées. Il n'y a aucune modification par rapport à ce que vous faites actuellement, notamment du point de vue de la création des émissions de radio que vous faites, qui est dans vos missions fixées par la loi. Tout ça n'est pas modifié. On ajoute juste une structure qui est France Média, qui deviendra l'actionnaire de chacune des entités et qui fera de la coordination, qui définira les investissements stratégiques, notamment du point de vue technologique. Alors que dans une fusion, vous prenez les entités existantes, France Télévisions, Radio France et l'INA, et vous les fusionnez, vous les regroupez dans une seule entreprise. Les statuts sont alignés, les missions sont alignées, les identités sont alignées dans une seule identité. Tout ça n'est pas le cas dans la holding. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre holding et fusion. Sylvie Robert disait tout à l'heure, c'est la loi Dati. Rachida Dati, il y a 1 an, quand elle est venue au ministère, elle a regardé mon texte, elle a dit c'est très intéressant, je partage le diagnostic, mais elle voulait faire une fusion et elle voulait supprimer la 2e partie de mon texte de loi sur les innovations technologiques. Je constate qu'1 an après, on ne parle plus de fusion, on parle bien d'une holding et il y a la 2e partie du texte de loi. Sur la différence entre holding et fusion, est-ce que cette holding est selon vous, Sylvie Robert, un chemin vers la fusion? Oui, absolument. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que cette holding exécutive ne soit que une holding qui coordonne, mais ce PDG aura quand même autorité pour, par exemple, répartir le budget entre les différentes entités. Donc, pardonnez-moi, mais à un moment, si ce n'est qu'une holding de coordination, pourquoi, cher Laurent Lafont, ne pas avoir gardé votre texte d'il y a 2 ans? Pourquoi avoir accepté que ce soit une personne qui chapeaute maintenant ces entités? On doit d'ailleurs modifier le statut de l'INA. Pardonnez-moi, c'est quand même pas rien. C'était déjà le cas dans mon texte. Oui, c'était déjà le cas, mais quand même, on voit bien qu'il y a des modifications substantielles et je reviens au budget, pardonnez-moi de le dire, mais on ne peut pas imaginer un instant que cette holding, super holding exécutive, soit d'un coup nul. Laurence Bloch parle de dizaines de millions d'euros. Laurence Bloch, justement, son rapport recommande de faire des filiales, une filiale de l'information, une filiale pour réunir ici et France 3. Oui. Est-ce que ça rentre, selon vous, dans la logique de la holding, ou est-ce que, au contraire, ça rentre dans une logique qui irait plutôt vers le chemin de fusionner des chaînes de télévision et des chaînes de radio? Il y avait déjà la filialisation existait déjà dans le texte de Laurent Lafont. Il y avait la possibilité, effectivement, de créer des filiales. Mais là,
quand vous voyez, et moi je ne vais pas vous lire les articles de façon très précise, mais il y aura en tout cas une filialisation, et Delphine Ernotte elle-même, je l'ai entendu, qui est pour ce texte, dit que ça coûtera de l'argent, qu'il y aura des coûts supplémentaires, parce qu'il va bien falloir les créer, ces filiales. Et puis surtout, puisque vous vouliez qu'on parle sur le fond, quelle va être la plus-value de la filialisation ou du découpage comme ça entre ici, l'information radio, télé, etc. Pourquoi créer des filiales pour, il y a déjà des coopérations entre Radio France et France Télévisions. On se dit qu'ici est déjà une forme de coopération et de coordination, ça existe déjà. Et je termine, parce que là, on ne peut... un coup nul, pardon, ce n'est pas possible. Forcément, il y aura besoin d'une structure, puisque c'est un PDG, donc il y aura besoin d'une structure d'organisation sur des fonctions support qui seront prises forcément dans les différentes maisons. Donc, de fait, il y aura une répartition qui affaiblira et qui fragilisera à un moment un certain nombre de ces Très entités. rapidement là-dessus, Laurent Lafont, et je pense qu'il faut qu'on avance, il y a encore beaucoup de sujets à aborder. Oui, non, mais cette question de la filialisation est un faux sujet. On est en train de parler de sociétés. Les sociétés, elles peuvent créer des filiales, elles le font déjà. Je vais vous prendre l'exemple de France Télévisions. France Télévisions a plusieurs filiales. Il y a une France TV publicité, un France TV distribution, un France 2 cinéma, un France 3 cinéma. C'est normal que des sociétés créent des filiales quand elles ont besoin sur un sujet donné d'avoir une organisation spécifique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec la PPL sur la question de la filialisation. France Culture, question du soir. Matteo Caranta. Sur la question des contre-pouvoirs, parce que c'est important, parce que c'est une vraie conception de la démocratie. Quand vous avez un contre-pouvoir, vous considérez que c'est forcément une opposition. Non, l'enjeu, c'est évidemment l'indépendance. C'est ça le sujet. C'est ça un contre-pouvoir. Quand on dit un contre-pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis au pouvoir. Et justement, avec cette réforme, imaginons le pire en 2027. Marine Le Pen ou Jordan Bardella accèdent à la présidence de la République. Directement. Il y a une ligne directe maintenant. Vous établissez une ligne directe. Ils appellent le patron de votre holding et qui va faire? Qui va mettre au pas l'ensemble de la rédaction. Ils auront le groupe Bolloré et ils auront l'audiovisuel public que vous aurez mis au pas. 18h42 sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, vous l'aurez compris, pour une émission consacrée ce soir à la réforme de l'audiovisuel public en compagnie de Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, et de Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne. Et nous venons d'entendre la voix du sénateur écologiste Yannick Jadot qui aborde la question démocratique, celle du contrôle politique sur l'information. Alors, vous nous disiez en préparant cette émission, Laurent Lafont, que la holding était une sécurité face au projet de privatisation du RN et qu'il permettait de garantir l'indépendance vis-à-vis du politique. Alors pourquoi ? Oui, on va distinguer, si vous le voulez bien, l'indépendance et la privatisation. Commençons par la dépendance, alors, si vous sur voulez la dépendance, moi je ne comprends pas du tout les arguments de Yannick Jadot sur cette question. Vous êtes dans une société, ici, à Radio France, qui a une présidente qui a des pouvoirs forts. Est-ce que vous estimez, je pose la question, moi je n'ai pas l'impression, mais est-ce que vous estimez qu'il y a une intervention du pouvoir exécutif, du gouvernement, via la présidente de Radio France, sur votre ligne éditoriale ? Moi je ne vais pas répondre à cette question, je vous laisserai cette question comme une question rhétorique. Je réponds à votre place parce que ce n'est pas le sentiment que j'ai. Et je n'ai pas plus le sentiment à France Télévisions. Qu'est-ce que c'est Radio France comme France Télévisions ? Ce sont des sociétés dont l'État détient 100% du capital, qui sont financées quasi exclusivement, pas tout à fait, mais très largement par de la ressource publique, et dont les présidentes sont nommées par la Com. Qu'est-ce que sera France Média demain ? Ce sera une société détenue par l'État à 100%, financée quasi exclusivement par la ressource publique, et dont le président ou la présidente sera nommé par la Com. On est sur des sociétés similaires, et on le voit bien à travers le vécu de Radio France et celui de France Télévisions, qu'il n'y a pas d'intervention du pouvoir exécutif. En quoi cela change qui est France Média ? En rien. On sera exactement. Et c'est pour ça que le texte de loi est important, et il faut le regarder avec précision. Et le Conseil d'État, qui lui aussi a été saisi, on parlait d'inspection des finances tout à l'heure, mais le Conseil d'État a aussi émis un avis, et dit clairement que les sociétés éditrices
en l'occurrence France Télévisions et Radio France, resteront les seules compétentes pour créer des programmes, pour avoir une ligne éditoriale. Quand cela, France Média, la structure holding, n'aura aucun pouvoir et qu'il y aura le respect des lignes éditoriales. C'est très clairement dit dans l'avis du Conseil d'État. En gros, on ne change absolument rien de ce point de vue-là par rapport à la situation existante. Laurent Lafont, et je vous donnerai la parole rapidement, juste après Sylvie Robert. Vous avez présidé une commission d'enquête en 2022 sur la concentration des médias, commission d'enquête dont l'une des premières recommandation était de renforcer l'indépendance et l'éthique dans les médias, de pérenniser le financement de l'audiovisuel public. Gage, je cite toujours le rapport qui est disponible sur viepublique.fr, que tout le monde peut retrouver, gage de son indépendance éditoriale. 3 ans après, est-ce que cette loi que vous défendez aujourd'hui renforce l'indépendance de l'information et de l'investigation sur le service public ? Absolument, parce que l'indépendance, elle s'entend par rapport au pouvoir politique, mais elle s'entend aussi par rapport au pouvoir économique. Et en l'occurrence, ce qui fonde cette loi que je propose, c'est le fait qu'il y a l'émergence de grands acteurs médiatiques qui ne sont pas des acteurs français, mais qui sont des acteurs essentiellement américains, que ce soit Google, que ce soit Netflix, que ce soit Amazon, je pourrais en citer d'autres, qui ont une puissance financière qui est sans commune mesure avec nos acteurs français, et par rapport à la concurrence qu'ils créent, et qui est quelque chose de nouveau par rapport à il y a 15-20 ans, par rapport à cette concurrence qu'ils créent, il y a nécessité de se défendre, de se protéger. C'est tout le sens de la holding. Sylvie Robert. Je répéterai finalement ce que j'avais dit il y a 2 ans, qui était, si c'est créer une holding pour avoir plus de force pour lutter contre les plateformes, alors même qu'elles sont à des niveaux qui sont absolument sans comparaison avec l'audiovisuel public, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, et au contraire, garder la singularité, garder la pluralité des points de vue, garder l'indépendance et le pluralisme, c'est ça la marque de fabrique, et c'est ça en tout cas qui permet de préserver en tout cas l'audiovisuel public dans notre pays. Et je dirais aussi que, à mon avis, mais Laurent Lafont me dira ce n'est pas dans le texte, il aura raison, lorsque vous avez un rapport qui est commandé par une ministre de la Culture, qui inspire la ministre et qui propose un directeur unique de l'information, je me pose quand même des questions. Ça n'est pas dans le texte, effectivement, mais un directeur unique de l'information, venant sous le PDG et chapeautant les différentes entités, on peut quand même très très simplement se poser des questions sur l'indépendance et le pluralisme. Il faut reconnaître que la question de l'intervention politique sur le travail de l'information et sur le travail journaliste s'est posée avec une certaine vivacité cette année. Absolument. On a tous en présence la séquence dans C'est à vous, France 5, chaîne du service public, d'un journaliste, Patrick Cohen, qui a été pris à partie par la ministre lorsqu'il a fait référence à une enquête produite toujours par France Télévisions qui la mettait en cause, et la ministre a plus ou moins menacé en direct à la télévision de saisir un article 40, de faire des poursuites contre ce journaliste. Est-ce que c'est cela que vous craignez, c'est un rapprochement du lien entre le politique et le journalisme, le producteur de l'information? Oui, en fait, ça s'est passé en Hongrie. Ils ont créé une holding, c'est un peu le même modèle. Hein. Et quand l'extrême droite, est arrivée, c'est très simple après de pouvoir museler les journalistes et l'information. Mais surtout, puisque vous parlez de Madame Dati, qui dit... C'est vous qui en avez parlé. Hein. Absolument. Qui au début de l'émission, dit vouloir préserver et protéger l'audiovisuel public. Je pense que la moindre des choses, c'est déjà de le respecter. Et on voit très bien que ce qui s'est passé au Sénat et le fait que la ministre de la Culture ait refusé le débat fait qu'à un moment, quand on a demandé très concrètement, opérationnellement, mais comment ça va se passer? Par exemple, êtes-vous pour un directeur unique de l'information? Elle ne m'a pas répondu. On aurait aimé, par exemple, dans le texte, et on aurait, en tant que législateur, on aurait pu avoir cette responsabilité de mettre des garde-fous pour justement garantir ce pluralisme, garantir ça. C'était à nous aussi de travailler sur les... On avait déposé des amendements, on n'a pas pu les défendre, mais on voulait à un moment aller quand même
très très loin sur cette question-là. Moi, j'ai souvenir aussi que la question du pluralisme s'est posée à travers le texte, la PPL que j'avais déposé sur l'indépendance des médias, où à un moment je voulais mettre dans la loi la jurisprudence du Conseil d'État sur le pluralisme qui a fait délibération à l'Arcom pour justement muscler cette question et pour protéger les différents. Mais voilà, ça a été là aussi refusé. Donc qu'on ne vienne pas me dire que mettre un PDG tout-puissant qui aura autorité, ce ne sera pas au législateur de le faire, dans son organisation, de nommer un directeur unique de l'information, ce sera sa responsabilité, on verra, en venant du coup chapeauter les différentes entités de l'audiovisuel public, ça c'est renforcer la pluralité des points de vue et le pluralisme. À un moment donné, il y a un vrai paradoxe, et là on peut pas l'accepter, le croire. Laurent Lafont, il faut admettre que les questions de concentration, de pluralisme, de l'importance de l'investigation, de l'importance de l'indépendance de la production d'informations ne cessent de se renforcer dans le débat public. Il y a un règlement européen qui va être entré en vigueur le 8 août, dans quelques semaines, qui repose, règlement européen, sur 3 axes: l'indépendance éditoriale et fonctionnelle des audiovisuels, les critères de transparence de nomination des dirigeants et des ressources stables et pérennes comme condition de l'indépendance de l'information. Et puis, c'est juste pour donner un peu aux auditrices, auditeurs le tableau général, parce que c'est une question qui préoccupe évidemment à l'ère des fake news, à l'ère des démantèlements dans certains pays. Vous avez cité la Hongrie, de l'information des médias publics, de la RAI peut-être en Italie, on pourra y revenir. Il y a eu les états généraux de l'information souhaités par Emmanuel Macron, qui ont rendu un rapport en septembre dernier, septembre 2024, rapport dont j'ai la synthèse sous les yeux, qui proposer plusieurs choses. Alors ça va de l'éducation à l'esprit critique et aux médias à l'école, jusqu'à renforcer la protection du secret des sources, etc., etc., etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une réforme de l'audiovisuel public n'était pas la première urgence face au péril en la demeure ? Permettez-moi d'abord de corriger 2-3 points sur lesquels... Vous êtes en désaccord avec ce... Oui, enfin, c'est juste la réalité qui est en désaccord avec ce que dit... Il nous reste 7 minutes d'émission. Voilà, oui, c'est pour cela que je souhaitais sur le fait que la holding serait le modèle de la Hongrie et nulle part ailleurs. Sur les 27 pays de l'Union européenne, il y en a 19 qui sont sous forme avec beaucoup plus d'argent. On parle régulièrement de BBC à la française. Oui, il y a l'Angleterre, mais il y a l'Espagne, il y a la Belgique. Énormément plus d'argent qu'en France. Et les seuls qui restent encore de manière séparée, comme ça, entre radio et télévision, il y en a 8, dont 2, la France et l'Allemagne, les 2 qui sont en train de réfléchir justement à un regroupement. Donc on voit bien que le modèle du regroupement, c'est pas le modèle hongrois, c'est un modèle assez général et qu'on retrouve dans des démocraties auxquelles nous n'avons aucune leçon à donner. Sur la question démocratique. Oui. Sur le fait de l'indépendance. Sur l'indépendance et sur toutes ces autres propositions, ces enjeux qui sont portés à la fois par le règlement européen qui va entrer en vigueur en août, ou par les propositions des États généraux de l'information souhaitées par Emmanuel Macron. Comment, pourquoi est-ce qu'on aurait pu imaginer une loi plus large ? Est-ce que c'était l'urgence, en fait, de réformer d'abord l'audiovisuel public ? Écoutez, la loi qui règle tout, honnêtement, vous voyez bien toutes les réactions que provoque n'importe quelle loi. Donc, si on veut être trop ambitieux, c'est le meilleur moyen pour planter une loi. En l'occurrence, moi, ma loi, celle que j'ai proposée, elle a un objectif clair, c'est d'assurer une indépendance par rapport aux grandes puissances économiques qui viennent de l'étranger, celles que je vous ai citées, les Netflix, Google, etc. Elle n'a pas vocation à tout régler les questions d'indépendance. En revanche, ce que je sais, puisque c'est moi qui ai écrit la loi, c'est qu'elle préserve l'indépendance. Elle préserve d'un point de vue économique, encore une fois, mais elle préserve aussi du point de vue des lignes éditoriales. Alors elle préserve l'indépendance économique ? Parce que vous disiez tout à l'heure... Bien sûr. On ne parle pas de budget. Je croyais qu'on ne parlait pas de budget. Oui, mais attendez, il n'y a pas que le budget. Comment vous faites demain pour être diffusé ? On voit bien tout ce qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années, c'est qu'on passe de mode de diffusion classique, ce qu'on appelle linéaire dans le langage technique, à, au contraire, une profusion de modes qui sont essentiellement numériques, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les plateformes. Et
qui possède ces grands acteurs du numérique ne sont pas des sociétés françaises. Ce n'est pas l'Arcom qui va dire vous allez pouvoir aller sur le numérique. Il va falloir aller négocier avec Google, il va falloir aller négocier avec Netflix, il va falloir aller négocier avec Amazon. Et ce qu'on dit à travers ce texte de loi, et c'est pour ça que je parle d'indépendance économique, c'est que l'audiovisuel public sera plus forte, si on y va collectivement. Vous voyez, la semaine dernière, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, est allée négocier avec Amazon. Elle l'a fait bien sûr pour France Télévisions. Il y aurait eu la holding, elle aurait pu le faire pour France Média Monde, pardon. Elle aurait pu le faire pour France Média Monde. Honnêtement, je ne crois pas que France Média Monde, dans sa structure actuelle, ait la taille suffisante pour aller négocier avec une société comme Amazon. C'est en cela que le texte répond, en essayant d'apporter un certain nombre d'éléments pour structurer, organiser notre audiovisuel public. Sylvie Robert. C'est là où j'ai un petit peu de mal à comprendre comment une réforme de la gouvernance va avoir un impact sur les transformations réelles des projets stratégiques de ces maisons qui seraient, somme toute, puisque j'ai entendu la ministre, d'aller beaucoup plus vers le numérique parce que les pratiques aujourd'hui, ce qui est vrai, et notamment chez les jeunes, sont sur le numérique. Comment, à un moment, le fait de mettre un PDG, ça va avoir plus de, je dirais, d'efficience. Au contraire, le fait que France Télé, la télé, en plus, je trouve qu'on part d'un état des lieux qui n'est pas juste. C'est-à-dire que la télé, ça n'est pas la radio. Et à un moment, on sait très bien, et moi je l'ai vu, par exemple, via les chaînes ici. Je dis toujours que je suis en Bretagne, quand il y a France Bleu Armorique qui vient sur un sujet et qu'il y a Radio France 3 Bretagne, ils vont avoir des façons forcément très différentes, à la fois dans leur point de vue de traiter le sujet, et c'est ça qui va être aussi extrêmement intéressant. C'est-à-dire préserver les spécificités, les manières de faire, les manières de fabriquer. On ne peut pas uniformiser tout, on ne peut pas amalgamer tout. C'est une vue de l'esprit de se dire, et qu'au contraire, il y ait des stratégies propres, spécifiques à chaque maison, que ce soit Radio France, France Télé, l'INA, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont quand même sur des missions tout à fait singulières, et qu'on puisse les laisser se développer. Et c'est ce qui se fait déjà. Et quand j'entends qu'effectivement, il y a l'audiovisuel public veut plus de visibilité sur les plateformes, d'où les accords de distribution qui ont été faits. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les plateformes veulent aussi du linéaire. Donc il y a une sorte, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça s'est développé à une vitesse grand V. Et ça, c'est très intéressant. Vous considérez, Sylvie Robert, et je termine je vous en prie, pour dire que le linéaire est important parce qu'il alimente en contenu aussi via les podcasts, le numérique. Et aujourd'hui, derrière, et j'y reviens, pardonnez-moi, mais c'est une question de moyens, c'est une question de budget, il faut avoir ça aussi à l'esprit. Et enfin, verser dans le tout numérique, ce serait une hérésie. On est quand même sénateur, on sait très bien que derrière, il y a aussi la relation de proximité, les médias de proximité, donc c'est aussi des équilibres beaucoup plus subtils à trouver. Donc je crois qu'il y a parfois des simplifications qui appellent de notre part un peu de complexité dans la réflexion qu'on aurait dû avoir dans ce débat et qu'on aurait dû avoir sur en tout cas l'état de l'audiovisuel public dans notre pays aujourd'hui. Laurent Lafont, le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense qu'il faut vivre avec son temps, et malheureusement quand j'écoute Sylvie Robert, je pense qu'elle ne voit pas dans quel sens vont les modes médiatiques. Je voudrais citer deux faits précis pour illustrer mon propos. La Médiamétrie a sorti les chiffres de fréquentation de la radio il y a juste 10 jours. Qu'est-ce que dit, au-delà des chiffres d'audience qui sont excellents sur France Culture et France Inter, j'ai fait 6 sites, mais ce qu'elle dit surtout, c'est que chaque année, la radio, le média radio, perd 550 000 auditeurs. 15% de ces auditeurs disparaissent chaque année. En 10 ans, c'est plus de 5 millions d'auditeurs qui ont disparu. Ils n'ont pas disparu totalement. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet. Deuxième... Mais l'augmentation des auditeurs à Radio France se fait particulièrement chez les jeunes. Tout n'est pas perdu, Laurent Lafont. Mais tout n'est pas perdu. Bien entendu, il y aura toujours cette demande d'information, il y aura toujours cette demande d'émissions de qualité. C'est pour ça que l'audiovisuel public a un rôle majeur dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il
faut le préserver. Mais il faut le préserver en s'adaptant à notre nouvel environnement. Merci à vous deux d'avoir présenté, développé vos accords et vos désaccords sur ce plateau. C'est la fin de cette émission préparée par Paul Weinarter. Merci à lui, à Loïs Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Vivian Lecuivre à la réalisation et ce soir à la technique. Élise Le, quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même studio, dans Question du soir pour parler du rapport des sciences sociales à l'écologie.